Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va étudier toutes les caractéristiques techniques fondamentales et de sentiments, donc de liquidité sur Bitcoin, établir quelques scénarios notamment pour l'intraday et le moyen terme, et puis bien sûr aller faire un petit peu la visite des news et du fondamental comme d'habitude. Allez, intro. Alors on va attaquer par le technique, mais juste avant ça, eh bien une petite page de pub. Je vous rappelle que le partenaire de la chaîne, il s'agit de Bluefin. Si jamais vous rentrez en partenariat grâce au lien que vous avez en description de la vidéo et qui s'affiche ici en haut, vous allez avoir accès à des vidéos affiliées que je sors tous les jours en supplément. Vous avez deux possibilités de voir ces vidéos affiliées, soit vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo, soit vous vous connectez effectivement sur Bluefin grâce au lien de la chaîne, et puis ensuite vous venez poster sur le Discord qui est en lien de la vidéo également votre UID Bluefin et à partir de là, moyennant un premier dépôt de 100 USDT, vous aurez accès directement aux vidéos affiliées de la chaîne. Donc ça c'est pour la partie on va dire partenariat. On passe sur tout ce qui est structure du BTC en 4 heures. Le BTC en 4 heures, pour le moment, on est toujours dans cette tendance haussière sur le 4 heures. Pas vraiment de changement majeur par rapport à hier. La question étant, où est-ce que va se situer le prochain creux? Est-ce que c'est sur cette zone où on a, vous le voyez ici, des petits supports en time frame 15 minutes, voire 5 minutes? Ou alors est-ce qu'il va falloir enfoncer légèrement pour donner un creux plus haut que celui-ci si on veut continuer dans cette tendance-là? Possibilité bien sûr de continuer cette correction et de repasser une nouvelle fois sur la structure, mais on n'est pas du tout dans ce scénario-là pour le moment. On est plutôt dans l'idée que suite à ce prochain creux, eh bien, la structure va casser vers le haut et enfin finalement casser cette distribution qui pour le moment n'en finit pas de rejeter. Vous le voyez ici sur ces 3, 4, 5 points, on a des rejets successifs. Le fondamental est pas trop mauvais, on va pas trop insister sur la structure 4 heures, si ce n'est que attention à cette épaule tête épaule ici, qui certes est un petit peu penchée mais elle est valide, qui nous emmènera à peu près sur cette zone là, mais ça on en a déjà parlé hier. On fera les petites time frames en fin de vidéo, où du coup vous pourrez éventuellement voir tous les scénarios plus ou moins établis pour tout ce qui concerne l'intraday. Ether contre Bitcoin, pour le moment la structure elle est à peu près similaire, vous le voyez, épaule tête épaule ici, si ce n'est qu'on a réussi pour moi à venir faire un nouveau plus haut, et ça c'était je pense avant-hier pardon. Donc légèrement différente, ça larve un petit peu, vous le voyez sur la montée, on n'a rien de tout ce qu'on avait d'impulsif ici au moment de l'annonce des ETF spot sur Ethereum. Et pour le moment, on n'a pas de confirmation réellement que la structure va casser tant qu'on n'a pas passé les 0,60. Donc on reste dans une structure de fond, on va la mettre comme ça, voilà, qui reste baissière. La suite logique serait potentiellement de retourner en dessous de la structure. Cela dit, Ether est en train en ce moment de batailler avec cette trend-là qui jusque-là nous repoussait, et on est peut-être en train de temporiser avant de effectivement donner une nouvelle impulsion. C'est ce qu'on pourra peut-être voir dans le futur proche. Cela dit, le caractère un peu larvé de cette montée en canal ici nous dit que peut-être Ether aura besoin d'une respiration avant de faire ça. Exemple typique, une petite flat où il viendrait se ressourcer ici en bas de cette consolidation pour finalement donner une consolidation. Une flat ou flag, c'est à peu près pareil, mais un flag à plat, on va dire ça comme ça. Donc attention à ça, sur Ethereum, je dirais que le support est au 0,53. Pour le moment, ça se porte pas trop mal du côté d'Ethereum contre Bitcoin, même si le fond de la structure est relativement dégueulasse. On le voit aussi sur Ether contre le dollar, où on était également dans cette structure de fond qui était baissière. On a eu une cassure de la structure ici, et ça c'est très joli. Ce qu'on veut dorénavant, c'est qu'on confirme un plus haut qui sera plus haut que le creux précédent, et là on parle plutôt de la 4 heures, celle-ci, pour une nouvelle impulsion également, un petit peu sur le principe de celle-là, mais à ce stade, la structure de consolidation, elle est également assez larvée, ça vous le savez, moi je le dis assez souvent, j'aime pas trop quand un mouvement impulsif s'essouffle vers le haut, comme ça, puisqu'on vient chercher les shorters, petit à petit, vous le voyez ici, on sort les shorters, mais il n'y a pas ce caractère un petit peu impulsif,
de vraiment passer par-dessus la structure. Donc pour le moment, c'est un petit peu un essoufflement sur Ether contre le dollar, et peut-être qu'on peut éventuellement jouer également cette idée d'une flat, un retour autour des 3006 pour ressourcer et ensuite repartir éventuellement. Ce qu'on va rechercher ici, encore une fois, c'est un plus haut qui reste plus haut que le précédent. On peut peut-être ici éventuellement se baser sur la trendline du moment, qui pour moi était quelque part par ici, la moins agressive de toutes, pour se dire que oui, voilà, à ce stade, revenir à 3005 n'est pas nécessairement pardon, hors du scope. Maintenant, on va le voir aussi, on va y aller même directement. Sur les petites time frames, on va dire que c'est pas trop moche. Pourquoi ça? Pas trop moche, pourquoi en fait finalement? C'est j'attaque ma correction ici, d'accord? Ça c'est ma A, ensuite je donne une B ici, et il y a des possibilités de ne pas venir chercher la flat jusqu'en bas, mais de nous donner éventuellement une running. À ce moment là, on déterminera que si c'est une running, on a des objectifs pour, donc là vous avez la A et là vous avez la C. Théoriquement on décale 0,618 de la A en haut de B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends un Fibonacci de prolongation, et on peut éventuellement se dire que sur la zone des 3007, à peu près par ici, eh ben, il pourrait y avoir un rebond. Est-ce que ça correspond après derrière à quelque chose qui est une forme de support? Pas nécessairement, je suis légèrement au-dessus, mais voilà, bon, après les Fibonacci, c'est jamais toujours pile poil, mais on voit qu'il y a sur la TF 15 minutes quelque chose par là qu'on va ajuster éventuellement. Voilà, quelque chose par ici sur la time frame 15 minutes qui pourrait éventuellement tenir le prix. Je pense qu'on aura l'information que cette petite structure ici, hein, donc à savoir l'AC, est potentiellement terminée, déjà si on arrive à casser la distribution du moment qui, vous le voyez, se trouve ici. Donc casser ici ça tout de suite, pourquoi pas, et ça serait un signal qu'on part dans peut-être autre chose. Tenir en tout cas à minima 3007 serait un signal que on va s'inscrire dans la logique plutôt d'une running que d'une flat complète, et aller ensuite jusqu'au 3005 nous enverrait dans une flat pour cette correction. Donc la question ici c'est, est-ce que j'ai devant les yeux une running, et ça repart avec, vous le voyez, quelque chose d'intéressant au sens où on part ici avec une petite impulsion, j'ai une correction qui est larvée, et derrière il se pourrait que je vienne à recasser rapidement, ou alors tout simplement, eh bien, on est sur quelque chose de plus important, à savoir flat, ou encore une fois double top, hein. Tout est possible. À chaque fois que vous voyez une flat, vous avez un potentiel double top également devant vous, ce qui voudrait dire aller bien plus bas. Mais à ce stade, on est dans des très très bons fondamentaux, donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une consolidation. Le total 3 contre Bitcoin, c'est assez larvé également sur la montée. On retrouve finalement, alors on va le regarder en 4 heures, mais on retrouve finalement un petit peu les caractéristiques de l'épaule tête-épaule que je vous montrais tout à l'heure sur BTC. C'est-à-dire que je pousse ici assez fortement, et au suivant je n'arrive pas à pousser suffisamment fortement. Est-ce que la structure a besoin de passer en dessous de toute cette propre structure, hein, pour éventuellement donner quelque chose de plus haussier, ou alors est-ce que ça n'est pas le cas? Ce qu'on peut voir ici, dans tous les cas, c'est que la montée des altcoins contre Bitcoin ici se fait potentiellement en 1, 2, 3, et on pourrait avoir besoin d'une 4, d'une 5, et attention, si on perd cette accumulation vers le bas, ça sera un retour, je dirais, sur cette zone-là à peu près, hein, en bas de vague 2 ici, donc sur cette zone-là, ou alors en bas du biseau carrément. En revanche, venir à péter cette structure par le haut, vous voyez qu'on a une jolie structure de retournement au travers de ce triangle rectangle. C'est assez souvent la même chose, c'est-à-dire que vous avez toujours deux façons de voir un petit peu une figure. Est-ce que je suis en train de faire un biseau ascendant? Est-ce que je fais fi un petit peu de tout ce qui se passe au-dessus là et je considère un triangle rectangle? C'est un petit peu les diverses questions que vous pouvez vous poser. La notion ici, c'est de choisir un sens plus ou moins avant qu'il arrive, et puis bien entendu de choisir des tailles de position qui correspondent à un risque maîtrisé en fonction du sens que vous avez choisi. Hier, on a fait une grosse étude du total avec les affiliés, donc ça c'était assez intéressant, étude long terme sur Bitcoin. En termes de Bitcoin dominance, on voit qu'elle est en ce moment en train
plus ou moins nous donner une forme de consolidation. On va dire que elle est depuis assez longtemps dans cette espèce de canal, pardon. Ici, la question étant, est-ce qu'on perce ce canal enfin vers le bas? Est-ce qu'on laisse de la place aux altcoins? Ou alors, est-ce qu'au travers de la narration ETF, la dominance Bitcoin va continuer à s'implémenter vers le haut? Pour moi, je vais enlever ça. Si je dézoome un tout petit peu, vous voyez ici ce regain de dominance assez larvé finalement, mais dans un canal qui est propre, hein, qui est joli, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a aucune raison ici de se dire que ce canal va s'arrêter tant qu'on n'a pas réellement perdu le bas. Et là, vous voyez qu'on s'en approche un petit peu. Passer là-dessous voudrait dire donner de la place pour une all season, éventuellement pour un retest ici du haut de range, revenir tester le support qui est au 48,72%. Néanmoins, on peut peut-être se dire que une dominance qui irait à 60%, pourquoi pas. Maintenant, on a vu quand même que les ETF spot Ethereum ont été acceptés. La question ici, c'est à partir de quand ils vont commencer à être tradés. On parle éventuellement de juillet, de choses comme ça. Et ça me fait une très jolie transition vers le fondamental. Ici, le spécialiste Nedgar Essi qui estime que les ETF Ethereum seront disponibles au trading dans moins de 3 mois. Donc ça nous emmène pour Eric Balkounas, qui est un analyste ETF de chez Bloomberg, probablement à début juillet. Pourquoi pas? Personnellement, je pense que ça se fera avant, mais on va voir ici, encore une fois, quand est-ce que ça pourrait éventuellement se mettre en place. Pour autre chose, autour du RWA sur de l'art ici, donc tokenisation d'un Picasso, c'est des sujets que je trouve intéressants. La SEC, et ça c'est intéressant également, qui est obligée de payer 1,8 million de dollars en dommages et intérêts parce qu'il aurait abusé de son pouvoir contre la société Debtbox. Donc ça c'est intéressant, le juge qui se place vraiment du côté du secteur de la crypto, beaucoup plus que de la SEC. Donc ça c'est une bonne chose également. La crypto comme enjeu électoral aux Américains, avec 33% des électeurs qui déclarent que la position des candidats sur la crypto-monnaie comptera dans leur décision de vote. Donc c'est beaucoup, 33%, hein, et ils sont 77% à vouloir un président qui connaît le secteur. Le gros flippening entre BlackRock et Grayscale, c'est-à-dire que ça y est, BlackRock a plus de Bitcoin dans son ETF que Grayscale. Je rappelle, je vais pas refaire toute l'histoire et tout, etc., mais que Grayscale c'était déjà un trust avant d'être un ETF, donc du coup ils avaient autour de 650 000 BTC à peu près au plus haut, et que depuis le lancement ils ont gardé des frais très élevés sur leurs ETF, ce qui fait qu'il y a eu une hémorragie du côté de Grayscale et des entrées du côté de BlackRock, là où on va dire que les frais sont quasi gratuits. Donc ça c'est intéressant, et vous voyez que ce flipping a eu lieu. Donc est-ce qu'il y a un moment où dans le délire, on va dire, étant passé deuxième mondial en termes d'ETF, puisque ça y est, BlackRock est le plus gros ETF au monde en termes de Bitcoin, est-ce que y a un moment où Grayscale va baisser ses frais? Ils ont annoncé qu'ils allaient le faire. Maintenant pour le moment ça n'arrive pas. Donc on a vu ce flipping effectivement arriver. Et le projet Flux, dont la version alpha pour le Proof of Useful Work, qui sera sorti vraisemblablement au 26 juin prochain, donc dans un petit peu moins d'un mois. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous abonner sur le compte X de la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un like sur la vidéo si jamais vous aimez le contenu. On passe ici sur le Wall Street Journal, news macro. On passe également juste une petite visite de Cathie Wood au Salvador, et elle s'est beaucoup enthousiasmée sur la politique de Bukele. Elle est extrêmement bull sur toute cette partie. Je rappelle que Cathie Wood, c'est la boss de ARK 21 Invest, qui est secteur pro-tech et pro-crypto depuis très longtemps, hein, qui ont ouvert pas mal d'ETF, et notamment un ETF spot sur Bitcoin. Ici on en a parlé, le juge qui ordonne à la SEC de payer 1,8 million. Ici on en a parlé aussi, BlackRock qui passe devant en termes de plus gros ETF. Cardano qui sort du top 10, Memecoin Mania, pas mal. En ce moment les Memecoins fonctionnent pas mal, et effectivement je crois que c'est Shiba qui a damé le pion à Cardano en termes de market cap numéro 10.
Bon, voilà, consolidation actuelle. Ça, on passe aussi. ConocoPhillips qui va acquérir Marathon. Je crois, le terme Marathon m'y fait penser, mais il me semble que du côté, il y a eu une offre d'achat de Marathon pour accueillir Bitfarms, pour acquérir, pardon, Bitfarms. Ce qui voudrait dire que, eh bien, les mineurs de Bitcoin sont en train de se concentrer, hein, et c'est souvent le cas post-halving. Ici, je crois qu'on avait déjà vu cette news, mais il y a peut-être eu des nouvelles autour du Boeing qui avait subi des turbulences. La prochaine, les commodities sont dans une période de tristesse. Peut-être que le prochain trade se trouve sur le marché des actions, nous dit cet analyste. Et en termes de calendrier économique, aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose, à part le livre beige de la Fed, mais ça va pas nécessairement ici, je pense, faire bouger les marchés. Pas mal de... demain, on aura les jobless claims. Bon, c'est une news hebdomadaire, ça devrait pas faire bouger non plus. GDP, c'est la first revision, ça veut dire que la première mouture est déjà sortie et que ça va juste être une révision. Donc, sauf gros problème, on n'aura pas nécessairement de volatilité là-dessus non plus. Peut-être légèrement un tout petit peu de vol en ce qui concerne le PCE, mais on a déjà eu le CPI. Donc, pour moi, c'est une semaine en termes de news économiques qui est très peu chargée. Je pense que mercredi prochain sera plutôt mercredi et vendredi seront les deux moments où on aura des grosses news sur l'emploi et où là éventuellement ça peut envoyer des choses. Mais en tout cas cette semaine, pas énormément de news à venir sur la macro et le calendrier économique. En termes de liquidation, on passe tout de suite au sentiment. Encore une fois, mettez un like sur la vidéo si le contenu vous plaît. On a liquidé pas grand chose hier, 123 millions, 50 millions, donc la moitié sur Bitcoin et Ethereum, et vous voyez que la map est plutôt verte, donc on a liquidé plutôt du long. En ce qui concerne le carnet d'ordre au spot, beaucoup d'ordres à l'achat, hein, on les voit ici, jusqu'à 63 000 $ à peu près. Beaucoup d'ordres à l'achat qui viennent de se rajouter, et ça depuis ce matin. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Des ordres à la vente qui viennent de s'annuler. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Donc le carnet d'ordre est plutôt boule sur le prix prochainement, puisque plus d'ordres à l'achat égale plus de complications pour éventuellement faire baisser le prix. Ce que je peux voir ici, c'est plus ou moins un prix qui latéralise un open interest qui monte, et on va dire que sur cette période-là, le funding est descendu, et sur celle-ci, il est monté. J'ai pas d'énormes anomalies en funding. J'aurais presque envie de rien rajouter ici. J'ai toujours des spreads qui sont positifs, donc on va pas rajouter de niveau sur les marchés en levier. Ensuite, en ce qui concerne... je pense que j'ai pas forcément mis à jour tout ça. Je mets en pause une seconde. Excusez-moi, donc du coup les bulles de liquidité, bon bah pour moi on est plutôt chargé en short. Vous voyez que c'est des petites positions, hein, donc c'est relativement infime, c'est quand même à la marge, il n'y a pas de très grosses positions non plus à aller chercher. Ce qu'on peut voir ici, c'est quand même que on a une toute petite poche de liquidité en bas, mais pour moi elle est vraiment relativement infime. J'aurais plutôt tendance à dire que l'argent se trouve un petit peu plus haut, à voir comment va évoluer le prix. Sur Ethereum, un petit peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde, hein, on le voit d'ailleurs sur le Delta, plus de monde à venir chercher sur les shorts que sur les longs, mais on le voit aussi sur les liquidations, on n'est pas sur des 500 millions par jour ou sur des 200 millions par jour. Alors le prix bouge assez peu, hein, on est sur une amplitude de 1000 ou 2000 $, donc c'est pas énorme, mais on a un petit désintérêt en ce moment du monde de la finance, entre guillemets, en tout cas sur les exchanges, c'est ce qu'on peut voir autour de la crypto, même si l'open interest est toujours très élevé. Dans l'heatmap, actuellement le funding est autour de 0,02, donc c'est-à-dire zone neutre légèrement longuée. Ça veut dire que pourquoi pas venir attaquer cette zone ici à 65, tout comme effectivement il y a de l'argent à prendre, j'ai ici que les gros leviers d'afficher, mais jusqu'à 72 à peu près pour sortir les x100 si le prix décidait d'y aller. Sur Ethereum, on va enlever les leviers minimes aussi, on garde plus ou moins que les gros leviers. Sur Ethereum, c'est un petit peu la même idée, alors je pense que le funding est très légèrement plus haut, non c'est la même chose. Sur Ethereum c'est à peu près la même idée, je dirais poche de liquidité à 3007 et au-delà de 4000, 4100 si jamais on devait prendre les shorts. Et les altcoins sont toujours dans une très forte neutralité. Vous voyez qu'on est dans le vert sur ici les principales altcoins qu'on peut regarder. Donc on revient sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous
vous abonner sur Bluffin si jamais encore une fois le contenu vous intéresse et que vous en voulez un petit peu plus. Alors en l'occurrence ici pour moi on est toujours dans cette conso. Ce que je voudrais voir pour la suite c'est tout simplement que se mette en place la cassure de cette distribution, mais ça on en a déjà également parlé hier. Ça mettrait en place un très joli flag et du coup on pourrait éventuellement targeter 88 et pourquoi potentiellement un petit peu plus sur du swing. Nous on est rentré en bas ici quand on est passé sous la structure, c'était l'idée de jouer éventuellement le fait d'être sous la structure et d'avoir plus que du long à prendre. Donc ces trades les trades dans lesquels on est actuellement sont largement profitables, dérisqués et voilà, tout à fait logique pour ne pas les clôturer pour moi à ce stade-là. Néanmoins, si on va sur les petites structures, les petites time frames, qu'est-ce qu'on peut éventuellement voir? Bon, déjà, on peut voir que on est toujours en consolidation pour moi, au sens où depuis cet impulse là, j'ai l'impression qu'on est plutôt ici sur une structure qui nous donne une impulse, une conso, une impulse, ici une structure de retournement. Cet impulse là est pas fantastique, ici on a un joli range, ici j'ai une nouvelle impulse, mais derrière ça me donne également toujours une impulse et une conso. Donc ce qu'on peut éventuellement se dire, c'est que dans cette petite conso là ici en 15 minutes, pour moi j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une nécessité d'aller un peu plus bas, sous-entendu une A, une B et pourquoi pas une C, venir chercher ces zones-là, 66, etc. Donc j'aurais pas trop tendance à jouer la running flat et j'aurais plutôt tendance ici à me positionner à minima sur une quelque chose comme ceci plutôt, peut-être pas nécessairement aussi bas, mais voilà, quelque chose qui a un caractère légèrement ici, voilà, dans ces zones-là, autour des 65. Bon, maintenant, quand on voit la liquidité, c'est très neutre et on n'a pas nécessairement ici de grosses informations que le prix est outre mesure, excessivement shorté. Le carnet d'ordre et ni excessivement longué en fait, en tout cas sur 5 jours, on est dans des zones assez neutres, finalement des zones un petit peu de désintérêt. Le carnet d'ordre est pas moche, c'est-à-dire que en fait on voit qu'il y a pas mal d'achats ici qui se manifestent et des ventes ici qui s'annulent, d'accord, donc ça c'est plutôt joli. En termes de liquidité je dirais que c'est plutôt haussier, c'est-à-dire qu'on a plutôt cette idée que étant donné qu'on a fait ce mouvement là, on a laissé du short ici indemne depuis qu'on est revenu ici. Donc voilà, c'est assez mitigé de mon côté. Si je devais vraiment donner un scénario privilégié pour entre guillemets l'intraday, je pense qu'on pourrait éventuellement tenir cet AQ et faire une nouvelle jambe haussière qui elle-même va passer au-dessus de la structure. Voilà, ça serait le scénario, on va dire, privilégié. Maintenant, je n'y mettrai pas non plus la main à couper, et pour ça, il faut pas perdre la petite AQ qui est là. Si on regarde d'ailleurs bien cette petite AQ, qui pour moi semble baissière, puisqu'elle a cette espèce de caractère un petit peu larvé vers finalement le haut, finalement on a cette déviation ici sous la structure, d'accord. Celle-ci veut dire que quand j'ai un flag parfait entre guillemets, hop, comme ça, voilà, ça c'est un bear flag, donc vous voyez ici on vient chercher les shorters, on les sort, d'accord, petit à petit, et on accumule des longueurs à raison de 3, 4, 5 fois, et puis ensuite on passe sous la structure pour effectivement donner la nouvelle impulsion baissière. J'aurais dû marquer l'impulsion avant, et là en l'occurrence on a perdu un petit peu du caractère de cette conso. On en a perdu un petit peu sur cette mèche là qui est déjà venue chercher finalement cette mèche là et cette mèche là sous leur stop, d'accord. Donc on va dire que ça donne un peu plus de souffle et d'importance à ce support là dorénavant. Maintenant également, si je zoome encore un petit peu, ce qu'on peut éventuellement voir ici sur la 5, c'est pour le coup une forme de structure parfaite, c'est-à-dire ici, pour le coup, et je parle ici du 5 minutes, pour le coup, une structure parfaite baissière, j'entends. Pour le coup, là, j'ai accumulé du long, j'ai accumulé du long, j'ai accumulé du long, et petit à petit, je viens chercher du short ici. Donc, la zone de consolidation, elle est relativement simple. Pour moi, si on perd ça, on se dirige ici. Et si en revanche, on fait un W de retournement ici, on a plutôt des chances. Et c'était déjà un scénario que j'avais défendu. Je pense qu'on était là hier. Ouais, ça devait être ça.
quand j'ai fait la vidéo hier, je pense qu'on était par là, je suis pas sûr, mais je pense, où j'avais dit, moi je vois bien un retracement haussier, et ensuite on vient sous la structure. Donc est-ce qu'on serait pas ici dans la même idée, c'est-à-dire plutôt que de voir un flag là-dedans, d'avoir par rapport à ce mouvement qui est assez impulsif, un nouveau retracement haussier, un nouveau passage sous la structure, sous-entendu finalement rester dans ce range pendant un petit moment entre 67 et 69, je crois que c'est ça, 67,5 et 69, pourquoi pas. Pour moi en tout cas, il faudrait des confirmations ici pour vraiment voir si on perd l'accumulation qui est là, ou alors si on pète et on fait la structure de retournement. C'est-à-dire si ça c'est vraiment de la vraie défense, ou alors si jamais on n'y va pas. Donc en tout cas sur l'intraday, pour moi c'est pas une zone fantastique à aller chercher, tout simplement parce que j'ai un support qui est juste en dessous. Donc j'aurais plutôt tendance à attendre qu'il soit pété pour éventuellement jouer quoi que ce soit. J'ai une imbalance ici, donc je peux très bien ici venir un petit peu plus haut. Voilà, je trouve pas que la zone soit fantastique, si ce n'est pour du long, c'est-à-dire se dire, bon, on reste en fait finalement dans ce range. On ne le perd pas par le bas. Mais plutôt le jouer en bas de la structure, c'est-à-dire à peu près par ici, voire même quand on est passé littéralement complètement sous la structure, ou à minima sur une zone déterminée qui se situerait entre 67,2 et 67,5. Mais sinon, là, au prix actuel, je vois pas nécessairement d'intérêt à agir sur cette zone-là, même pour de l'intraday, c'est-à-dire, on va dire, j'achète cet après-midi, je vends vers 19h. Vous comprenez ici que si on joue du 5 minutes, on va jouer de l'intraday. Si on joue du daily, on va jouer du swing, des trades de plusieurs semaines, bien entendu. Donc voilà un peu comment je vois les choses. Pour moi, il y a un point pivot important autour des 68,5. Ici, on aurait pu penser qu'on était en train de s'en affranchir quand on a fait ce gros mouvement ici vers 70. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Pardon. Donc, on avait montré, je crois, un certain point de contrôle. Il me semble qu'il était à peu près sur cette zone-là, si je ne me trompe pas. Ouais, légèrement au-dessus. Donc on n'est pas loin de batailler avec le point de contrôle. Finalement, on est à peu près dans l'endroit dans lequel, on va dire, dans toute cette consolidation, dans ce range-là, l'endroit où il y a eu le plus de business. Donc théoriquement, si on a une résolution, elle devrait être puissante, quoi. C'est-à-dire que et elle devrait être fonction de la psychologie. J'ai déjà expliqué les conditions du passage d'un point de contrôle par 2 fois, je pense, sur la chaîne. Donc si on le passe vers le haut, ça veut dire que vraiment les shorters abdiquent. Comprenez qu'on est à l'endroit où il y a eu le plus de business en fait sur toute cette consolidation. Il est là, enfin là précisément, juste là même. On le voit sur le volume profile ici. Donc tenir cet endroit-là, ça veut dire rebondir dessus et péter le range vers le haut. En revanche, perdre cet endroit-là, ça veut dire un potentiel retour en bas de range, ou en tout cas sur quelque chose d'autre. Peut-être d'ailleurs sur le point de contrôle de cette montée-là, puisque c'est le plus récent, on va dire, et c'est là où le business a eu lieu de manière la plus récente. Et le point de contrôle de ceci est autour des 60-61 000 $. Donc voilà, pour moi en intraday, pas vraiment de choses à jouer sur la zone actuelle, on n'en est pas très loin, mais voilà, vous avez de toute façon ici les 5, les 10, les 15 minutes sous les yeux qui peuvent éventuellement jouer. Voilà, pas vraiment grand chose à jouer, je dirais, avant même le point de contrôle d'une certaine manière quand on y sera, et là il faudra voir comment ça réagit, ou alors choisir tout simplement une direction avant ça. Comprenez bien que pour aller à 60, je vous ai montré le point de contrôle de la montée précédente, il y aura quand même à perdre ici toute cette zone-là, de 62 à 64, donc c'est pareil. En l'occurrence, sincèrement, comment expliquer ça? J'aurais été assez boule si on ne mettait pas en place ce truc assez larvé là ici. Bon là on est en daily, c'est un peu large, mais ce truc assez larvé ici sur la fin, j'aurais dit ça va casser l'histoire. Pour le moment j'ai le sentiment, je parle ici de ça bien sûr, d'accord. Pour le moment j'ai le sentiment qu'on va avoir besoin de faire un nouveau flag dans le flag et de péter celui-ci pour se dire qu'effectivement on peut y aller. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si je prends un petit peu ce qui se passe là-dedans, je lui donne un caractère parallèle, je pense qu'on peut... Non, on peut pas vraiment nécessairement enlever celui-là. Voilà une perte momentanée ici, pardon.
c'est quelque chose sur lequel je me dirais bien, et c'est pour ça que jouer le range, jouer du long, etc., pas nécessairement non plus le truc qui me plairait le plus. Voilà, j'aurais plutôt tendance moi à chercher du long directement tout en bas, c'est-à-dire sur ce niveau-là. Donc sous-entendu, on fait, c'est pas vraiment une flat, mais voilà, une structure assez parallèle, une correction autour des 65, et là on push et on pète. Voilà, ça serait quelque chose sur lequel je trouve qu'il serait intéressant d'éventuellement jouer le coup. Pas forcément à l'aveugle, hein. Il faudra une petite structure de retournement sur une time frame 5 ou 15 pour pouvoir rentrer, et bien sûr dérisquer sur la time frame 5 ou 15. Dérisquer quoi? Ça veut dire que vous avez une structure, vous rentrez longue sur une structure qui est baissière, donc vous respectez cette structure-là, d'accord? Ça veut dire que si on vous donne un mouvement qui va venir par ici, il y aura nécessairement ici quelque chose qui vous permettra si on tient ça, hein, bien évidemment, mais qui vous permettra de sortir cette position gagnante, et ça sera aussi également l'endroit où il faudra mettre votre SL au point d'entrée, histoire d'être sûr que cette position le soit. Donc, globalement, pour résumer, si on ne perd pas ça par le bas, possibilité de faire une petite structure de retournement, de remonter un petit peu plus haut. Là, on parlait de l'intraday, pourquoi pas. Mais pour moi, on est plutôt dans cette idée que, étant donné qu'on a larvé quelque chose sur la montée, hein, après cette nouvelle impulsion, pourquoi ne pas être dans une vraie flat, un vrai flag, enfin une vraie structure. Là on est même quasiment sur de la zigzag, mais pourquoi ne pas être là-dedans, et en quoi une running aurait du sens, au sens où généralement on est quand même peut-être plutôt sur comment dire, des structures plus rares, hein, en ce qui concerne une running. Donc une running, ça serait ça. Finalement, une running, c'est une compression dont on sort par le haut, vous l'aurez compris ici, hein, une forme de compression, une forme de triangle dont on sort par le haut. Donc on aura l'information de cette running quand on cassera le triangle, c'est-à-dire la petite distribution qui est là, mais si on la casse, on casse aussi la grosse distribution, celle de la plus grosse time frame. Et par ailleurs, et ça sous-entend bien évidemment qu'on tient à peu près les niveaux actuels, c'est-à-dire le triangle. Si on ne tient pas le triangle, et si ça se met en place, c'est-à-dire impulsion, correction, impulsion, à ce moment-là, j'aurais tendance à viser ces zones-là, voilà, quelque part entre 64 et 65. Aller à 61, j'y crois pas trop, c'est à garder dans l'idée, hein, c'est possible, c'est-à-dire finalement revenir retester au travers d'une structure plus longue, plus chiante, plus importante, revenir retester ces zones. Alors là, je l'ai fait un petit peu haut, mais voilà, plutôt ces zones-là, hein, ici, et éventuellement, d'ailleurs, on en avait pas mal parlé, mais finalement la structure de retournement de tout ce range, la structure de retournement potentielle, elle se trouve ici, d'accord? C'est là qu'on arrive à casser, et c'est finalement cette sorte d'épaule tête-épaule que vous voyez là, qui, je trouve, présente un intérêt en tant que structure de retournement. En l'occurrence, je pense qu'on peut la libérer en 4 heures. Donc, revenir retester ça, et à la fois un petit peu tout ce qui se met en place par ailleurs, c'est-à-dire, j'ai donc épaule tête épaule inversée ici, c'est ma structure de retournement, je fais une montée relativement larvée, je suis un petit peu trop chargé en longue, même si c'est pas nécessairement le cas, on est plutôt sur de la neutralité. Du coup, je souffle un petit peu, ça me permet éventuellement de rebondir sur cette zone là en termes de volume profile, et de repartir par là. Ça, c'est une solution que j'envisage un peu moins, sur laquelle je suis un peu moins, voire même ici, pourquoi pas, encore une fois, 62, 60, 61, 62 par là. Plutôt 61-62 par là, c'est quelque chose sur lequel je suis moins peut-être confiant que le fait de rebondir avant, sous-entendu plutôt sur ces zones-là, 65, d'accord? Je pense que si on doit dumper, on rebondira au-dessus de 65, et par ailleurs, sinon, pour le moment, en intraday, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on va relongue et qu'on va plutôt remonter dans les zones des 69, etc., au moins couvrir quelque chose par là. Exactement ce qu'on avait dit, plus ou moins hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est-à-dire venir recouvrir, parce que quand on va à la liquidité, il se trouve qu'on a du short quand même là à venir prendre, remonter à 69, et là éventuellement nous faire un joli 69-65 pour finalement nous redonner quelque chose après qui vient définitivement casser cette distribution. Voilà ce sur quoi je me place.
on va dire moyen terme, oui c'est ça, moyen, enfin intraday et moyen terme. Intraday c'est ça, et moyen terme c'est ça, d'accord? Si on ne l'a pas, bah, tant pis, on a nos swings qui font déjà le job et qui sont déjà dans le train pour aller chercher encore plus haut. Et même si je le rappelle, tous ces swings-là sont largement dérisqués et positifs à ce stade. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et... tiens, on va parler Formule 1 hein, suite à la victoire de Leclerc à Monaco ce week-end. Quel est pour vous le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps? Est-ce que c'est Prost, Schumacher, Senna, Hamilton? On va parler là pour le coup on est sur les pilotes un petit peu plus récents, mais sinon un petit peu plus dans le passé, des gens comme je sais pas les Fangio, les Sterling Moss, les Jackie Stewart, les Colin Chapman, voilà tout. Est-ce que vous avez entre guillemets un pilote favori en Formule 1 ou si vous vous encarrez complètement, bah, mettez-le en commentaire aussi. Moi personnellement j'aime bien regarder, j'aime bien surtout l'histoire de la Formule 1, les grandes carrières, voilà, des personnalités comme, je sais pas, les Villeneuve, les Tambay, Villeneuve le père, les Tambay, voilà, les histoires un peu, les anecdotes, tout ce qui est autour de la Formule 1 m'intéresse pas mal, la Formule 1 et la course en général. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre là ici en tout cas, hein, c'est que si on perd en tout cas cette accumulation là, c'est pas très bon signe et qu'on peut s'attendre éventuellement à aller revisiter pour le coup des zones typées 65 ou plus bas. Voilà, en tout cas c'est ce que je garderai ici un petit peu dans l'idée de cette structure. La question étant, est-ce que je fais ça justement ou alors est-ce que je donne raison à cette tête épaule là qui nous emmènerait légèrement plus bas, c'est-à-dire si jamais je perds, hein, encore une fois cette accumulation pour moi elle n'est pas encore perdue, là on est sur une TF4 donc pour le coup elle n'est pas encore perdue, mais si je la perds, est-ce que je viens chercher complètement ici la target de carrément cette tête épaule qui pour le coup bon, alors on peut jongler hein, ici entre chartisme et liquidité et ce que vous voulez, mais qui pour le coup si on la perdait là tout de suite, voilà, nous emmènerait très exactement sur la zone des 62. Donc voilà, la question étant, est-ce qu'on la perd déjà? La première question. Deuxième question étant, si on la perd, est-ce qu'on va sur la zone des 64, 65, dans cette zone-là ici où on a quand même du volume, des choses qui ont été faites. Et la question suivante étant, est-ce qu'on tient même toute la structure? Est-ce que cette consolidation est terminée hein? Sur le fond, moi je pense que oui, mais sur le fond, il est tout à fait possible que sur la grosse structure, on continue à tout l'été finalement donner quelque chose comme ça, hein, pourquoi pas, et passer une nouvelle fois sur la structure, et ainsi de suite. Voilà, tant qu'on n'a pas pété cette grosse distribution-là, cette consolidation n'est potentiellement pas terminée. En tout cas, voilà, ce que je verrais bien, c'est ici, encore une fois, une nouvelle conso pour éventuellement prendre de la gouache et repasser par-dessus. Ça peut partir de là, ça peut partir de 65, soit ça peut partir de 62, ça peut pas partir du tout et ça peut éventuellement dégénérer un peu plus, pourquoi pas. En tout cas, il faut être prêt à tous les scénarios, c'est pour ça qu'on les évoque tous. Néanmoins, laisser un petit peu ces antennes travailler, hein, ces antennes de fourmis, et puis essayer d'aller chercher un petit peu de l'info ici ou là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain encore une fois. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.